Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand honneur de me présenter aujourd'hui parmi vous et porter un message qui est le titre de cette présentation, qui est l'entreprise intelligente. On a entendu beaucoup de débats passionnants autour de la transformation digitale et l'économie numérique. Et mon message aujourd'hui va essayer de mettre en contexte un message qui est beaucoup plus large, qui est des technologies intelligentes, comment elles peuvent apporter de la valeur aux entreprises, et spécialement dans une région qui est à très fort potentiel, qui est l'Afrique francophone ou l'Afrique au sens plus large. Alors, pour commencer, j'aime bien commencer avec des définitions. Euh, Qu'est-ce qu'une entreprise intelligente? Une entreprise intelligente est avant tout un, un mix entre ces nouvelles technologies ou ce qu'on appelle les technologies intelligentes et comment elles apportent de la valeur. Donc on va parler de machine learning, d'intelligence artificielle, de blockchain, de advanced analytics et dans quel contexte ces technologies peuvent apporter de la valeur à l'entreprise et non pas sous format d'un silo où on va trouver un silo dans lequel il y aura un petit logiciel pour faire du machine learning ou un tableau de bord attaché à son coin. Non, on parle d'un contexte et d'un écosystème complet qui va faire collaborer toutes ces technologies afin d'apporter de la valeur sur les processus métiers. Et ces processus métiers, c'est là où on vient, enfin, en tant qu'éditeur, c'est dans notre ADN et nous portons ce message de processus métier de bout en bout. D'accord ? Comment et pourquoi ces technologies intelligentes ou comment l'entreprise intelligente est arrivée aujourd'hui à nos oreilles? Si on commence par ce graphe qui permet de visualiser sur l'historique, ici, de là jusqu'à là, c'est la capacité disponible. Et généralement, elle correspond à un chiffre dans votre tête qui est celui du nombre du membre de la DSI ou le nombre des employés qui sont capables de faire un travail dans l'entreprise. Et je vais revenir un petit peu en arrière, aux années 1960, où a commencé l'ère de la révolution industrielle. D'accord ? Et à cette ère-là, on avait introduit les premiers prémices de l'automatisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a commencé à mettre au lieu qu'il y ait un monsieur qui est assis à l'entrée de l'usine et qui a un calepin et qui note les entrées et les sorties, on a mis en place les premières pointeuses. D'accord? Vous savez, le gros carton qu'on met et qui va mettre des trous dans la carte. Quelqu'un s'en rappelle ici? Oui? Non? Voilà. Alors, ça c'était l'ancêtre de le time and attendance ou la badgeuse. D'accord? Et bien, avec cette introduction, on a commencé à automatiser certaines choses. Et ce monsieur-là, qui avait un bureau en face de l'entrée, juste pour noter les entrées et les sorties, eh ben, il a pu dégager un peu plus de temps à faire de la plus forte valeur ajoutée. Et ensuite, avec l'automatisation du business process, vous allez remarquer que c'est là que le boom des ERP a été officiellement validé et que l'adoption des ERP a commencé à vraiment faire sa place dans le marché. On a commencé à automatiser le business process. Alors c'est quoi l'automatisation du business process? C'est tout simplement que ce qu'on fait chez les achats, chez les ventes, se reverse automatiquement en comptabilité, ce qu'on a appelé très souvent l'intégration ou l'Information Technology Highway. Ensuite, les années 2000 jusqu'à 2010, et on en parle à titre, on en parle aujourd'hui de manière assez, on va dire, précurtrice, c'est la transformation digitale et qui consiste à adopter une nouvelle manière de se réinventer, de trouver de nouveaux business models, de réinventer ses processus métiers, etc. Vous allez me dire, oui, mais c'est là où on s'est arrêté. Et c'est là où la transformation digitale, c'est au cœur du débat aujourd'hui. Et le panel qu'on a vu aujourd'hui parlait effectivement de transformation digitale. Alors, dans le cas de l'Afrique et de nos régions,
on fait clairement un distinguo. Et très souvent, c'est un abus de langage quand on parle de transformation digitale. Très souvent, c'est une vraie transformation digitale. Ça veut dire qu'on part de systèmes en mode silo vers des systèmes un peu plus intégrés avec des technologies de l'an 2018. Mais cela peut être aussi une construction digitale. Des fois, on a des entreprises qui partent de zéro. Et ceux-là aussi, ils font partie, ils ont le droit de faire le jump et ce qu'on appelle la disruption. Donc, faire le passage directement à l'ère aujourd'hui de l'entreprise intelligente. Et qu'est-ce que j'entends par l'entreprise intelligente? C'est effectivement l'utilisation de ces technologies intelligentes, donc machine learning, intelligence artificielle, advanced analytics, Internet des objets, qui peuvent automatiser encore plus des choses et dégager du temps pour des tâches à plus forte valeur. Ok? Alors, quels sont les différenciateurs de la technologie intelligente pour les entreprises? Alors, on va faire, je vais très souvent utiliser la règle de 3 pour essayer que les gens en sortant de cette salle se rappellent de quelque chose. Et ces 3 éléments sur lesquels je voudrais m'appuyer sont, dans un premier lieu, la visibilité. Alors, dans un écosystème ou dans un système d'information d'entreprise, un des points majeurs où on va passer du temps, on va essayer de trouver des solutions, c'est de construire une visibilité. Très souvent, dans les cahiers de charges ou dans les fameux RFP, RFI ou tous les documents Excel, on va retrouver des phrases qui disent « donner la visibilité », ça sous-entend bien sous et règles et autorisations, à certains stakeholders à des informations. Et je l'ai entendu dans l'intervention de monsieur le ministre hier, le principe du enter once ou ask only once. D'accord? Donc on n'a pas le droit, on n'a plus le droit, on va dire en 2018, de demander la même information à un client, un prospect ou un collaborateur 2 fois, 3 fois dans la même journée. Et maintenant, ce qui rentre une fois, lui donner la possibilité de se propager dans un réseau et de permettre à tout le monde d'avoir accès théoriquement à toutes les informations en respectant la ségrégation. Et c'est là où on va attaquer un concept qui est assez, on va dire, mitigé en raisonnement philosophique, on va dire. C'est est-ce que nous devons avoir des silos d'informations ou nous devons avoir plutôt une plateforme commune dans laquelle tout va communiquer? Et bien c'est un peu les deux, comme la réponse à la question qui est le titre de cette présentation, est-ce que c'est des défis ou des opportunités? Ben, c'est un peu les deux. Et à la fois, les silos sont naturels. En tant que DSI, nous avons un mindset dans l'entreprise. Nous ne faisons pas le même métier que les commerciaux, nous ne faisons pas les mêmes métiers que les logisticiens, nous ne faisons pas les mêmes métiers que les financiers. Nous sommes, on va dire, câblés différemment. Maintenant, la vase communicante doit être commune et permettre des synergies au sein de l'entreprise et permettre à ces gens-là de tous collaborer avec un vocabulaire commun, avec un objectif commun qui s'appelle généralement la stratégie qui est dictée par les CEO et des fois aussi des cabinets de conseil qui les accompagnent dans la définition de ces stratégies et pouvoir donner la possibilité de faire un zoom, un focus sur le volet qui les intéresse à un instant T. Et j'entends par ça, dans un système d'information, si je le mets à disponibilité d'une grande entreprise, à un instant T, il faudra que la finance ait son prisme pour n'analyser que les éléments financiers. Ils ne veulent pas s'encombrer avec le pourquoi du comment. Le département comptable a comme mission de sortir un arrêté comptable. Après, il a la possibilité ou le besoin ou le devoir de le justifier en allant chercher des recoupements depuis les flux qui ont été en amont, mais sa mission première et donc son prisme sera très souvent les chiffres. Vous n'allez pas voir autre chose que des chiffres dans un écran d'un financier. Ensuite, il fera des notes de synthèse pour commenter et rajouter un peu de littérature aux mathématiques financières, mais c'est sa vocation première. Et enfin, l'agilité. Et ça a été en fait le tournant du débat
pour aussi un éditeur aussi, on va dire, imposant que SAP, c'était le premier point où on s'est remis en question, on a commencé notre transformation digitale. Alors, les gens qui connaissent SAP depuis un moment, alors c'est robuste, ça fonctionnait très bien, c'est porteur de messages sur des secteurs d'activité, c'était assez difficile à bouger. Et l'agilité aujourd'hui devient un indispensable, incontournable dans un système d'information pour permettre quoi? Pour permettre de répondre à ces tendances et à ces... euh, les directeurs, les CEO tout à l'heure l'ont cité aussi, ces tendances qui viennent de l'extérieur. Alors je déteste donner cet exemple de l'Uber ou de l'Airbnb où vous savez que le plus grand machin n'a pas de machin. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et vous n'êtes pas à l'abri du prochain machin qui va faire votre job basé quelque part d'autre avec un coût minimum et qui va le produire comme un service. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a une opportunité en or de pouvoir être les précurseurs et se positionner sur ce domaine-là qui est quelque part un peu, on va dire, plein d'opportunités, si on peut le mettre comme ça, et va nous permettre de nous mettre au diapason de ce qui se fait de mieux dans les règles de l'art. Ah, jusqu'à maintenant, vous avez compris que jusqu'à maintenant, je ne parle pas de technologie SAP et encore moins de produits. Je parle de concepts généraux qui sont liés à ce qu'on appelle une entreprise intelligente selon la définition d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut en sortir comme output? Si on commence ce concept d'entreprise intelligente, qu'est-ce qu'il y a pour moi? D'accord? Ben, on va tout simplement pouvoir répondre à des questions que se posent aujourd'hui les différents preneurs de décision qui sont faire plus avec moins, mais en même temps garder ou pouvoir fidéliser les employés et surtout les talents que nous avons avec les nouvelles générations, la génération Y, qui a un mindset un peu différent de ce qu'on a connu. Ensuite, donner la meilleure expérience client à nos prospects et nos clients. D'accord? Et ça, de bout en bout de la chaîne, depuis la prospection, la segmentation, le marketing, jusqu'à la réconciliation du paiement. Si paiement, bien sûr, on n'a jamais de processus de relance ou de... Non, les clients payent très bien. Et ensuite, inventer de nouveaux business models et aller se diversifier. Les exemples de réinvention de business models ont été cités par Mahdi Ben Mansour qui, dans sa keynote d'introduction, qui va aller chercher quand même des exemples dans des endroits où on les attend le moins. Très souvent, quand on parle d'innovation, on pense très souvent aux États-Unis, en Allemagne, en France, au Ghana, avec des agriculteurs dont le revenu moyen est de 2 dollars, l'améliorer à 10 dollars juste parce qu'ils ont recevoir une part plus équitable de leur production, ça c'est de l'innovation et qui est en ligne avec les valeurs d'une entreprise qui se veut améliorer la vie des gens et aider le monde à tourner de manière un peu plus structurée. Maintenant, SAP, qu'est-ce qu'elle offre pour mettre en place ou faire sortir l'entreprise intelligente dans le concret? Vous vous rappelez de la règle de 3? Je vais encore l'utiliser et je vais parler de 3 niveaux. Alors le premier niveau sera la suite intelligente et ça c'est ce qu'on appelle le System of Records, donc le système dans lequel je vais rentrer du transactionnel ou du décisionnel, mais c'est lié à une base de données et dans lequel on va avoir de l'applicatif. Cet applicatif-là va devenir intelligent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas avoir un système de gestion comptable et derrière aller chercher un moteur de machine learning pour lui expliquer comment je fais le rapprochement comptable pour qu'il puisse quelque part faire des développements pour l'intégrer dans mon logiciel comptable et faire les rapprochements qui me prennent 1 semaine, 2 semaines dans ma clôture. Pourquoi ne pas rendre les applications intelligentes? Deuxième point qui va être
une plateforme digitale. Ça veut dire quoi? C'est une plateforme qui est capable non seulement de servir comme base de données pour mon applicatif, mais aussi de gérer tout le cycle de vie de la data. Ça veut dire depuis l'acquisition, la fiabilisation, la qualité, la distribution et la ségrégation. En mode on-premise aujourd'hui ou en mode cloud si on veut l'étendre. Et on pourra avoir un débat sur la partie cloud en Tunisie, non, en Algérie, non, au Maroc, non. Il faut que le cloud soit dans le pays, mais surtout, ce qui est plus important, ce n'est pas quel est le moyen de consommer le business process, mais avant tout, quel est le business processus. Et entre les deux, pour motoriser cette technologie, on va aller chercher les technologies intelligentes. Et là, on va parler d'artificial intelligence, de machine learning, de IoT et l'analytics. D'accord? Si je veux résumer le positionnement de SAP dans ce monde de l'entreprise intelligente pour des entreprises ou surtout les DSI des entreprises aujourd'hui, on va permettre de porter le message de l'intégration bout en bout. Ça fait partie de notre message depuis 1972, on va dire, la création de SAP, de l'expertise industrie. C'est qu'on ne peut pas faire aujourd'hui de l'informatique ou du système d'information si on n'est pas penché sur les problématiques. Et quand je dis industrie, c'est un abus de langage, hein, c'est le mot industrie en anglais, on le traduit en français par secteur d'activité. Et on a des verticaux secteurs d'activité qui représentent exactement ce que vous vivez, chers DSI, dans vos entreprises. Très souvent, vous êtes surpris de maîtriser le métier plus que les métiers eux-mêmes. Parce que c'est vous qui avez tenu la boutique quand l'informatique ou l'informatisation des processus est devenue indispensable. Et du coup, le système d'information est censé porter ce message-là et vous apporter de la valeur quand vous vous projetez sur cette partie métier. Et enfin, l'intelligence qui doit devenir aujourd'hui partie intégrante, directement collée dans l'applicatif et non pas un silo à part dans lequel on va extraire de la donnée, le mettre sur une base, utiliser un moteur de prédictif, sortir des résultats et ensuite les reposter sur le système pour aller générer du transactionnel. Et là, on a un patch de sécurité qui se met en place. Merci. Pour on va dire, le mettre en exergue, j'hésitais entre deux formules. Alors, la formule classique où je vais vous infliger des slides à ne plus pouvoir dans la tradition, on va dire, des éditeurs, ou bien le voir pour le croire. Et pour ça, j'ai choisi la deuxième option. Alors, je vais vous montrer une vidéo que je vais commenter par la suite. Every major change starts with a simple question, like, what are the real needs in today's executive boardrooms? Is it possible to completely reimagine the way a company's critical decisions are made? Can we revolutionize board meetings? We believe it's possible. That's why we developed SAP Digital Boardroom, a visualization and presentation system that supports executives in the decision-making process. Visualize, recognize, experiment, decide. With the power of SAP S/4HANA, dive deep into the heart of your company. Gain live insight into every process and all relevant data, up to date and in real time. Analyze financial processes, generate sales forecasts, understand employees, find answers to the questions that matter to you, and focus on relevant aspects. Analyze and plan your activities with SAP Cloud for Analytics. Discover opportunities or reveal hidden risks. Simulate various decisions and project their results. Weigh the pros and cons, no matter d'un raisonnement qui a été pensé par SAP. Alors, vous savez ce qu'est un boardroom meeting? C'est le COMEX ou le comité exécutif dans lequel, je vais rester en bas si ça ne vous dérange pas, dans lequel les preneurs de décision de SAP faisaient en fait leur réunion pour voir, il y a le VP of Sales, le VP Marketing, etc., revoyaient les budgets.
Et ils se sont rendus compte qu'en tant qu'SAP, ils n'avaient pas la possibilité, enfin ils faisaient comme n'importe quelle société, ils arrivaient avec des rapports BI, chacun a son rapport parce qu'il avait son silo d'information, le marketing était sur son coin, et ils se sont dit mais c'est pas possible. On est quand même SAP, on est à la pointe de la technologie, il faut qu'on trouve une solution. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imaginé le meeting ou le COMEX du futur, et ils ont mis en place un moyen avec 3 écrans, dans lequel le premier, il y a les informations globales, deuxième sur lequel ils peuvent aller dans des informations détaillées, et le troisième dans lequel ils ont les éléments de contexte et peuvent lancer des actions. Et donc, ils pouvaient, pendant le board meeting, dire, par exemple, je dois augmenter mes ventes sur la région, on va dire, Chine. Et pour ça, la formule est très simple, du marketing à ajouter plus de ressources et du consulting. Et bien, si on fait des simulations et on prend la décision, très bien, on met 3% sur la table, voici le résultat attendu, et la décision est documentée real-time sur le système, et le lendemain, il y a les postes qui sont créés sur le ticket RH, ainsi de suite, les managers sont notifiés. Vous imaginez le gain de temps que ça a sur le processus de prise de décision? Généralement, quand on sort d'un meeting comme ça, généralement on est assez stressé, on va aller courir vers l'informatique, on va dire oh, j'ai besoin des rapports parce qu'on m'a demandé de faire des simulations. Généralement ça prend minimum une semaine, voire plus parce que des fois c'est des rapports. Et si je veux voir la corrélation qui existe entre le marketing, les ventes, mais par région, par sous-région, par ligne de produit, ça commence à devenir compliqué. Et du coup ils avaient la possibilité de faire tout ça en temps réel et de le documenter. Vous allez me dire, ouais, mais ça c'est quand même une vidéo assez marketing et je vous l'accorde. C'est pour ça que j'ai prévu un deuxième volet sur lequel je vais passer à une démo réelle et en rigolant, j'ai ramené avec moi l'Internet des objets. Alors j'ai ramené l'objet, Internet, j'ai utilisé le Wi-Fi qui existe ici et je vais vous demander, ouais, voilà. Alors ce que vous voyez ici, est-ce que j'ai mis mon pointeur? Ancienne technologie, nouvelle technologie. Alors, vous savez ce que c'est? Quelqu'un sait ce que c'est? Ça a l'air d'être une grande gomme, mais ce n'est pas le cas. C'est un capteur multi-fonction. Ça veut dire quoi? C'est un capteur qui contient à la fois un accéléromètre, d'accord, un détecteur de mouvement, l'humidité, la température et la luminosité. Et il est connecté directement à ce qu'on est en train de faire ici. Et ici, j'ai le jumeau numérique de ce capteur. Ça veut dire que je le mets comme ça, il tombe normalement. Voilà. Et il suit là le mouvement de mon objet. Vous imaginez dans des contextes industriels avoir le jumeau numérique de votre équipement de production et avoir les données qui remontent en temps réel. Vous allez me dire jusqu'à maintenant, c'est vraiment quelque chose qu'on appelle du descriptif. Je récolte des données sur des capteurs, alors, je les fais fonctionner en très peu de temps, mais pour vous dire en fait que l'Internet des objets n'est plus aujourd'hui un fantasme ou des slides, hein, c'est une réalité. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, pour prouver que ça fonctionne, vous voyez le dernier dashboard ici. D'accord? Alors, dès que je le secoue, ça va monter. Hein. J'ai aussi le flux en temps réel. La dernière valeur va passer vers plus de 100. Elle s'affole. Et bien, imaginez que ce capteur-là, c'est mon instrument de production dans critique. Et vous savez, dans le monde de la production, comment on détecte qu'un équipement va tomber en panne bientôt? Les vibrations. Okay. Donc je mets en place ce capteur-là sur l'équipement de production principal et je vais utiliser un volontaire que j'ai soigneusement choisi avant la présentation. Je vais aller sur mon PC pour vous montrer le paramétrage que j'ai fait. Vous avez tous le numéro de téléphone de Mahdi Bcheikh qui va lever la main. Et j'ai mis en place une limite
je dis quand le mouvement dépasse les 80 G, il faut envoyer un SMS à Mehdi Mchaïr pour qu'il aille réparer ou faire quelque chose. Je lance la vibration, je dépasse le seuil des 80 et Mehdi reçoit un SMS sur son téléphone. Alors, si vous êtes intéressé, on pourra le faire en temps réel avec votre numéro de téléphone sur le stand. Et avec ça, je tiens à vous remercier pour votre attention et bon forum. Il y avait des questions-réponses, c'est ça? Oui, pourquoi il y a autant de Mehdi à SAP? Alors, je vais faire une réponse qui me va bien. J'ai été l'employé numéro 3 de SAP et j'ai été le premier Mehdi. Après, on s'est dit, tiens, Ils sont pas mauvais ces Mehdi quand même. Après, hein. c'est devenu un critère. T'appelles Mehdi? Oui. Très bien. Tu deviens employé SAP. En tout cas, je ne te médis pas. C'est bon. Mehdi Lotfi, alors est-ce que vous avez des questions dans la salle pour Mehdi rapidement? C'était quand même assez intéressant. Monsieur? Avec le bras haut levé, ça signifie toute la passion dans la question. Ça doit être allumé. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ben, sinon, je vais me déplacer. Allez, je vais me déplacer à côté de monsieur. En attendant qu'on répare ce micro, vous allez voir que je ne suis pas très agile, pas autant que la transformation digitale le requiert, avec plein d'obstacles. Mais quand j'arrive, il y a quelqu'un qui est plus rapide que moi. Donc, je vais quand même rester à côté de lui. Allô, bonjour, mon nom est Moussa Saleh Adamou. Je suis le directeur général de l'École supérieure multinationale des télécommunications. Merci pour la présentation que j'ai trouvée très pertinente. J'ai deux petites questions. J'ai vu au niveau des indicateurs clés, vous avez montré l'intégration. Je pense que pour une entreprise, la partie implémentation, c'est la partie la plus compliquée, surtout lorsqu'il y a de l'existant. Lorsqu'on a un SI assez robuste, avec des architectures en CEO, avoir une ambition d'avoir une solution telle que vous l'avez démontré, je pense qu'il va falloir prendre les mesures qui s'imposent. Donc la première question, quelles sont les best practices du point de vue de l'implémentation lorsqu'on a une architecture déjà existante? Je crois que la question est très claire, Mehdi. D'ailleurs, il a tellement besoin de temps qu'il en a gagné pour monter sur scène. Voilà. Ça y est, maintenant c'est fait. Il a la réponse. Voilà. J'ai une deuxième question. Je réponds à la première question? Oui. Ok. Alors, vous avez dit que... Déjà, je vous remercie pour la question parce que c'est effectivement certains... très souvent, on ne parle pas de the elephant in the room. Donc, le truc le plus évident dans l'implémentation d'un système d'information, effectivement, c'est l'implémentation du système d'information, bien qu'on ramène un certain nombre d'accélérateurs sur l'implémentation. Et typiquement dans le monde des telcos, si on n'a pas la possibilité de comprendre par défaut la stack OSS, la stack BSS et effectivement ce qui va venir aujourd'hui pour répondre à la problématique et demain pour intégrer les données des sondes et en pouvoir faire de la valeur, on n'y arrivera pas. Maintenant, dans l'intégration, nos composantes sont toutes développées sur des plateformes ouvertes. D'accord? Dans chacun des composantes vient aujourd'hui une composante qui permet d'ouvrir via des web services, via du proxy, via des technologies d'intégration du marché. Et nous avons notre propre offre d'intégration middleware qui permet de connecter avec n'importe quel backend. Dans l'histoire, SAP a fait des acquisitions de pure players qui ne sont pas forcément de l'ERP. D'accord? Et aujourd'hui, ça s'intègre très très bien avec du non-ERP puisqu'ils ont fonctionné avant qu'ils aient le logo SAP avec d'autres ERP que SAP. Ça répond à votre question? Ah oui, c'est bon, merci. La deuxième question, c'est par rapport à la sécurité. Oula. Dans les modèles que vous avez représentés, j'ai vu le réseautage et qui parle de réseautage d'accès à tous les collaborateurs des données aussi importantes. Comment vous intégrez la sécurité? Est-ce qu'elle est partie prenante de la solution en mode étagère ou bien il faut une solution complètement désintégrée? Encore.
la partie que je montrais, en fait, le Digital Boardroom, généralement, il est dédié à un comité de direction. Et généralement, ce comité de direction a le full power sur la visibilité des KPI de l'entreprise. D'accord ? Maintenant, j'ai vu des utilisations de ce même software sur des départements. Et effectivement, par défaut, ces départements n'ont que la vision rôle autorisation sur le volet qui les intéresse. Maintenant, selon les utilisations et selon les contextes d'activité, le volet sécurité peut être motorisé par les fonctionnalités standards du logiciel ou par une suite dédiée au volet sécurité, ce qu'on appelle Access Control et Process Control, qui gère non seulement la partie accès aux données, mais aussi la partie Segregation of Duties et le contrôle que les processus, il n'y a pas de, on va dire, de overlapping de fonctions. Je me disais qu'il y avait beaucoup de verbes aujourd'hui. Donc voilà, maintenant le jargon des informaticiens ressort. C'est très bien. J'ai essayé, je me suis retenu, mais, Mais ça va, c'est parti. sorti. Allez, s'il y a encore une question dans la salle, avant de clore cette belle matinée. Voilà, merci beaucoup Mahdi, c'était très instructif et très Avec plaisir. complet. Atik Saha, je Merci. rappelle que SAP est le sponsor diamant du forum.